Et si, après les chats, les chiens, les oiseaux, les chevaux ou les araignées, nous évoquions les poissons dans Blow Up? Car des poissons au cinéma, il y en a. Des poissons en liberté dans 20 000 lieues sous les mers, ou en captivité dans Diamant sur canapé, des poissons vivants dans de l'eau tiède sur un pont rouge, ou plus vraiment dans Fish Tank, de gros poissons dans Et là-bas, quelle heure est-il, ou de plus petits dans Pinocchio, naviguant dans des eaux propres dans Douleur et gloire, ou naviguant dans des eaux sales dans Stalker, sautant hors de l'eau en solo dans House by the River, ou par dizaines dans My Own Private Idaho, dansant dans Fantasia, ou chantant dans Merlin l'Enchanteur, ouvrant un film dans Sonatine, ou le clôturant dans Big Fish. Bref, des poissons au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films se déroulent entièrement sur et sous l'eau, à commencer par Le Monde du Silence de Louis Malle, où l'on suit les aventures du commandant Cousteau et son équipe sur le bateau la Calypso, mais aussi de célèbres films d'animation comme Le Monde de Nemo, avec ses poissons hauts en couleur, dans un lagon haut en couleur, ou encore Gang de requins qui recrée New York, et plus précisément Times Square, dans les fonds marins. Mais à part ça, les personnages mi-hommes, mi-poissons, qui sont pléthores au cinéma. Il y a le récent Aquaman, où l'on apprend à respirer et à parler sous l'eau. Mais il y a eu avant Le Continent des hommes-poissons de Sergio Martino, avec ses créatures improbables, victimes des expériences troubles d'un scientifique trouble. Parte pesci e parte uomini. Sinon plus proche de nous, Thomas Salvatore dans Vincent n'a pas d'écailles découvre des capacités aquatiques insoupçonnées. Sans oublier les sirènes, très présentes au cinéma, en prise de vue réelle avec Daryl Hannah dans Splash, ou en animation avec Ariel bien sûr dans La Petite Sirène. Mais enfin, nos créatures hybrides préférées, Ponyo, ici avec sa copine la Méduse, dans Ponyo sur la falaise, ou encore last but not least, les poissons aux têtes de Monty Python dans Le Sens de la vie. They haven't said much about the meaning of life so far, have they? Well, it's been building up to it. Has it? Yeah, I expect I'll get onto it now. Mais encore, curieusement, le poisson au cinéma est souvent assimilé à un danger. C'est le requin belliqueux des Dents de la Mer, bien sûr, qui s'apprête à terroriser une petite station balnéaire de la côte est des États-Unis, mais aussi les piranhas de Joe Dante, qui se régalent dans un lac bondé. Sinon plus rare, mais tout aussi sanglant, une attaque de murènes dans les grands fonds de Peter Yates, ou les anguilles sifflantes de Princess Bride attaquant Robin Wright. Enfin, question attaque, on s'en voudrait de ne pas citer celle des poissons volants dans l'Odyssée de Pi. Mais à part ça, si le poisson au cinéma parfois attaque, il est aussi et surtout pêché, et des films décrivant le quotidien d'un port de pêche, il y en a beaucoup. À Sète, dans le sud de la France, dans La Pointe Courte, le premier film d'Agnès Varda, ou en Sicile, dans La Terre tremble, l'un des premiers films de Luchino Visconti, avec des pêcheurs en mer qui peuvent être très aguerris, comme Nanook dans Nanook l'Esquimau, ou comme Spencer Tracy dans Le vieil homme et la mer, face à un espadon particulièrement récalcitrant. Mais ces pêcheurs peuvent aussi être nettement moins aguerris, comme Jack Nicholson et ses collègues dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce qui n'empêche pas les bonnes surprises. Enfin, puisque nous parlons de surprises, évoquons celle que n'attendaient pas Mark Wahlberg et sa bande dans En pleine tempête. Mais à part ça, la pêche peut bien sûr se pratiquer en eau plus calme et accompagne du coup de fréquents moments de quiétude familiale. C'est le cas notamment dans Et au milieu coule une rivière de Tom Skerritt qui transmet à ses enfants Craig Schaeffer et Brad Pitt sa passion pour la pêche à la mouche. They're both marvels. Mais aussi dans La Maison du Lac, la réconciliation d'un grand-père Henry Fonda et son petit-fils, le temps de quelques séances à la pêche.
Mais la pêche à la ligne est aussi affaire de concours, et donc de tactique et de ruse, et ce n'est pas Louis de Funès dans Ni vu ni connu qui en manque. 54. Contrairement à Rock Hudson dans Le sport favori de l'homme, un peu moins à son aise. Sinon, quelques techniques de pêche originales, celle au bâton de Terence Hill, patient dans Mon nom et personne, mais aussi celle au coup de patte dans L'ours. Mais enfin, rien ne vaut sans doute la pêche tout à fait miraculeuse de Pierre Jolivet dans Le dernier combat de Luc Besson. Sinon, la canne à pêche peut parfois au cinéma avoir une fonction détournée, en tous les cas pour Ben Stiller, peu chanceux, dans Marie à tout prix des frères Farrelly. Enfin, l'apprentissage de la pêche est un passage obligé pour nombre de personnages rêvant à un retour à la nature, un apprentissage difficile pour Martin Sheen dans La balade sauvage, ou plus facile pour Tom Hanks dans Seul au monde, mais lui a plus de temps, avec un souci tout de même, surtout quand on ne sait pas encore faire du feu, comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant, être obligé de manger le poisson tout cru. Mais encore, eh bien les élevages de poissons, que ceux-ci s'organisent en Tanzanie, dans le lac Victoria, dans le cauchemar de Darwin, avec la perche du Nil exploitée et même surexploitée, ce qui engendre catastrophe écologique sur catastrophe écologique. Des élevages au Yémen également, dans des saumons dans le désert, avec Ewan McGregor et Emily Blunt, en scientifiques pas encore tout à fait sûrs de leur coup. Enfin, plus curieux, l'élevage de poissons mutants, David Cronenberg oblige, dans Existence. Des poissons pêchés ou élevés, certes, mais aussi, continuité logique, des poissons commercialisés et vendus. Sur les marchés, avec des poissonniers affables, comme Gilles Lelouch dans Paris. Pardon ? Je vais vous faire un petit prix, parce que vous êtes très jolie. Ah, c'est gentil. Ou vendus en supermarché avec des poissonnières moins affables, comme Yolande Moreau dans Mammouth. Il y a des arêtes là-dedans ? C'est possible, ça s'appelle du poisson. Des poissons le plus souvent achetés, mais que l'on peut parfois voler, comme Simone Signoret avec la complicité de son chat dans Le Chat. Enfin, la poissonnerie peut aussi avoir d'autres fonctions dans les films. On y vole un pic à glace pour un imminent forfait dans Blowout. On y prend des photos comme Agnès Varda et JR pour une future expo dans Visage Village. Ah, il a un bel aileron, là. Ou on y fait des rencontres lunaires comme Juliette Binoche avec Philippe Catherine dans Un beau soleil intérieur. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Vous faites vos courses dans le quartier. Il est bon, alors, Poiscaille, ici. Hein. Oui, très. Mais encore, eh bien le poisson, une fois acheté ou volé, se cuisine bien évidemment, avec sophistication dans Le festin chinois de Tsui Hark, ou plus récemment dans L'île aux chiens de Wes Anderson. Mais on le cuisine aussi avec moins de sophistication, enfin quoique, dans Rien que pour vos cheveux, avec Adam Sandler dans ses œuvres. Du poisson qui se déguste ensuite à la maison, du congre, avec du saké bien sûr, dans Le goût du saké, ou au restaurant pour Gad Elmaleh dans Chouchou. J'adore les sushis. Ou encore du poisson que l'on peut manger de manière compulsive dans Le tambour. Bref, du poisson qui se mange parfois de manière peu ragoûtante, ce qui nous rappelle Moni Moshonov dans La nuit nous appartient et son goût peu banal pour les yeux de poisson. Du coup, attention aux intoxications alimentaires liées aux poissons, et ce n'est pas Peter Graves dans Y a-t-il un pilote dans l'avion qui nous contredira, et encore moins les professeurs et élèves dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Encore du poisson ? Ça n'est pas encore du poisson, c'est le même, celui d'hier soir. Oui, bah tu me prends 2 œufs sur le plat. Oh, tu ne vas pas commencer toi aussi. J'ai 1000 litres de vinaigre et 1 kilo d'échalotes. Oui, je dis pas qu'il soit mauvais, mais on sent que c'est du poisson. Il insiste. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les aquariums, très présents au cinéma, des aquariums publics, comme celui de San Francisco, où se retrouvent Rita Hayworth et Orson Welles dans La Dame de Shanghai, ou celui de la Nouvelle-Orléans, où se retrouvent Nicolas Cage et Nick Gomez dans Bad Lieutenant, ou encore celui de Londres, où se retrouvent Clive Owen et Julia Roberts dans Closer. Et puis il y a l'aquarium domestique, ou le bocal, si présent au cinéma, par exemple pour amplifier le trouble entre Warren Beatty et Gene Seberg dans Lilith, ou pour amplifier le trouble entre Lisa Marie et Martin Short dans Mars Attacks,
ou encore celui célèbre entre Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Roméo plus Juliette. Des poissons dans un bocal qui sont parfois maltraités, notamment par 2 chats malicieux dans La Belle et le Clochard, ou par Sophie, bien sûr, dans Les Malheurs de Sophie, sans oublier Kevin Kline, glouton, c'est connu, dans Un poisson nommé Vanda. Down the hatch. Mais enfin, parfois le poisson n'a besoin de personne pour se mettre en danger, en tous les cas dans Amélie Poulain. Malheureusement, l'ambiance familiale a rendu le poisson rouge neurasthénique et suicidaire. À part ça, une évidence, la présence d'un aquarium dans un film est toujours signifiante et appelle la métaphore. C'est l'aquarium en ouverture de l'idéaliste qui dit l'avidité des puissants, firme, compagnie d'assurance et avocat véreux, face aux gens de conditions modestes. Une métaphore dominatrice et carnassière que file également Martin Scorsese dans Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio en Golden Boy, prêt à tout pour s'enrichir. Mais le bocal est aussi et surtout convoqué dans les films pour dire l'enfermement et l'ennui, pour des personnages tournant en rond, comme Dustin Hoffman dans Le Lauréat, ou comme Jamie Smith dans Le Baiser du tueur, avec ici un plan plutôt original. Sans oublier dans Dillinger est mort, avec Michel Piccoli, Anita Pallenberg et un poisson rouge dans son bocal, comme métaphore de l'aliénation du couple. Je peux faire quelque chose pour toi? Du coup, lorsque ces poissons sont les très rares touches de couleur dans un monde en noir et blanc, comme dans Rusty James, ils représentent encore plus évidemment la soif de liberté et l'utopie. Enfin, parfois, l'aquarium au cinéma est amené à se briser, déversant ses torrents d'eau et son flot de poissons, pour Jean-Paul Belmondo dans Le Cerveau, ou pour Tom Cruise dans un restaurant à Prague, dans Mission Impossible. Et une fois les poissons hors de l'aquarium, une seule solution, le sachet rempli d'eau, comme dans Chungking Express avec Fei Wong. Des poissons dans des sachets pour des trajets à pied, dans Avant que nous disparaissions, mais aussi pour des trajets en voiture, à l'avant dans l'anguille, ou encore sur le toit, mais oui, dans Moi, Toi et tous les autres. Bref, si on ajoute le poisson comme décoration au mur dans Chinatown, ou dans Cusco, si on ajoute la pierre précieuse cachée dans un poisson dans Uncut Gems, et la drogue cachée dans des poissons dans Wrong Cops, sans oublier le bisou poisson en reflet de Gatsby le Magnifique, et le bisou poisson sous l'eau du syndrome de Stendhal, et un peu plus si affinité dans Oncle Boonmi, on peut dire que les poissons sont au cinéma partout, même échoués sur la plage dans la Dolce Vita. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, avec le poisson fontaine dans Mon Oncle, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin au poisson au cinéma. Notre numéro 5, commençons par Le 7e continent, l'un des premiers films de Michael Haneke qui décrit la lente dégradation d'une famille engluée dans un quotidien routinier. Ce quotidien est notamment symbolisé par la présence de poissons tournant en rond dans un bocal, métaphore très limpide d'une famille aliénée qui explicite encore plus clairement ce plan, mais aussi cette scène au lavomatique. Puis vient la violence du père qui se décide, tel Jack Nicholson dans Shining, à tout casser. Notre numéro 4, le court-métrage Le Poisson Rouge que Cédric Lapiche a réalisé début 90 pour une campagne de prévention pour le préservatif
avec Valeria Bruni-Tedeschi dans La Rue avec son poisson rouge, bientôt dans l'embarras, mais heureusement, il y a toujours une solution. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ouvre un préservatif, s'il vous plaît. Non, mais j'ai mon poisson qui est en train de mourir. S'il vous plaît. Je voudrais un préservatif. Elle est en train de vous parler. Vite. Réagissez un peu. Vite. Vous comprenez rien ou Vite. quoi? Vite, ouvrez-le, s'il vous plaît. Vite. Faut mettre ma bouteille. Vous avez de l'eau. Mon kiki, attends une seconde. Vas-y, plus. Voilà. Attention. Ça va pas éclater, vous inquiétez pas. Hop là. C'est résistant, ces petites bêtes. Mais il est toujours vivant. Ah oui. Comment il s'appelle déjà? Kiki. Je vais payer le préservatif, mademoiselle. Non, c'est bon, c'est pour moi. Non, je prends la boîte d'ailleurs. Non, c'est pour moi. Notre numéro 3, changeons de registre avec Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola. Et là, attention, méga spoiler, le crépuscule du film, Michael Corleone a pris sa décision, son frère Fredo va être exécuté lors d'une scène de pêche à la quiétude glaçante, et bientôt l'image de Michael Corleone seul dans sa verrière aquarium, difficile, en tous les cas pour nous, de faire plus tragique. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Notre numéro 2 concerne le cinéaste d'animation Michael Dudok de Witt, le réalisateur de La Tortue Rouge, mais cette fois plus précisément un court-métrage que le cinéaste néerlandais a réalisé en 1994 pour le studio Folimage, Le Moine et le Poisson, soit une course-poursuite très poétique entre un moine et un poisson. Enfin, notre numéro 1 est une évidence. Puisque nous parlions de poésie, poursuivons et concluons avec la scène qui nous est immédiatement venue à l'esprit sur une telle thématique. Arizona Dream d'Emir Kusturica, Jerry Lewis et Johnny Depp en Inuit et bientôt un poisson dans le ciel pour une scène très déconfinement. Alors si en plus cette scène est rythmée par la chanson d'Iggy Pop et Goran Bregovic In the Death Car, nous sommes officiellement au sommet de la chiquitude. Ik nakak pol nifty kolanek. Kontiwi ko mo to yakas. Goe. To kuim te kame wota. Sail. Oh. A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me
outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.